Ouais. Allez, hein. Oui, je pense que c'est un truc un jour. Vraiment rien donné. Le mercredi premier. Ok. Bon, bah, écoutez, je vais commencer. On va reparler de la branche gauche. Donc, j'en ai parlé il y a deux jours. Pour ceux qui étaient là, je promis après, je vous laisse tranquille sur le sujet. Si le micro marche. Je vous laisserai tranquille jusqu'à dans quelques mois où je reviendrai vers vous avec le résultat d'un registre sur nos patients ainsi. Voilà, donc pour reprendre un petit peu les bases, le principe, enfin pourquoi on s'intéresse à la branche gauche, l'idée ça va être de stimuler les voies physiologiques du cœur. Ici, vous avez le rythme sinusal avec l'impulsion électrique qui passe par les voies nodoïciennes avec une dépolarisation des deux ventricules en même temps. Et là, vous avez représenté une stimulation apicale VD, classiquement là où on met nos sondes de stimulation, donc une dépolarisation des ventricules complètement à l'opposé et donc forcément désynchronisante. Ici, le principe, ça va être donc de stimuler directement. Donc là, vous avez des différentes différentes sondes de stimulation à différents endroits des voies électriques. Et le principe, ça va être d'aller stimuler de plus ou moins précises les voies physiologiques. Ici, en vert, ça serait le faisceau de His, ce qui a existé, je vais revenir dessus, ce qui existe, ou la branche gauche, plus ou moins distale. Alors, plus on est proximal, plus on sera dans la branche gauche, de la branche gauche, plus on sera distal, plus on sera sur une demi-branche gauche. Et donc, voilà, on peut stimuler à plusieurs endroits. Ce qui est important de voir là-dessus, c'est qu'il ne faut pas imaginer que la branche gauche, c'est un tronc et ensuite qui se divise en deux et c'est tout. En fait, c'est vraiment une multitude de petites voies électriques. Et donc, le principe, ça va être d'aller capturer suffisamment de cellules dans ces voies rapides pour capturer toute la branche. Et c'est là que c'est là que ça rend intéressant cette technique, puisque c'est plus simple, ça va être plus simple de capturer une de ces fibres violettes ici plutôt que la petite fibre verte qui est là, qui était la stimulation ici. Là, c'est pour vous illustrer pourquoi en fait on essaye de stimuler les voies physiologiques, c'est que euh, la stimulation apicale VD entraîne des synchronisations du VG. Ici, vous avez une stimulation, ici, vous avez un QRS fin spontané. Ici, donc là, ça doit être du strain, ça doit être du strain, et vous avez une dépolarisation en gros de tous les segments du ventricule gauche à peu près en même temps. Et là, vous avez, et ça c'est en aigu, hein, vous commence la stimulation. Ici, c'est le même cœur, deux battements plus loin, où on a stimulé au VD, on a stimulé en apical VD. Et là, vous avez bien une désynchronisation VG avec la paroi, enfin avec une des parois, alors je sais pas, je n'ai pas regardé laquelle c'était, mais une des parois qui se dépolarise clairement et qui se contracte clairement à retard par rapport à l'autre. Donc, la stimulation VD, ça désynchronise le VG et ça le désynchronise d'autant plus que la FEVG est basse. Donc là, c'est pour imager, en fait, imager la désynchronisation du ventricule gauche. Et plus la FEVG est basse initialement, plus la désynchronisation sera importante. Et ça va rejoindre les études qu'on va voir après, où plus la FEVG est basse, plus la désynchronisation entraîne une dysfonction ventriculaire gauche. Ça, on le sait depuis assez longtemps. C'est des études qui ont maintenant quasiment 20 ans. Vous avez été déconnecté. Vous n'êtes pas très loin connecté sur un autre appareil. C'est pas le son, ça, non? Non, je pense que c'est le. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui peut nous dire qu'on est toujours connecté? Oui, c'est bon, on vous voit. C'est bon, connecté. Merci. Et donc, ça, on sait depuis très longtemps, et c'était des études de stimulation où on mettait donc pour des patients qui avaient une indication de stimulation, on mettait soit des pacemakers simples ou double chambre. En fait, on a mis très longtemps avant de prouver qu'il fallait mettre plutôt des doubles chambres aux patients.
Et en fait, plus on stimulait alors ici, je suis désolé, c'est tout petit, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est plus la stimulation VD est importante, plus il y a d'événements cardiovasculaires importants. Donc là, ça doit être moins de 40% de stimulation, et ici, c'est plus de 70%. Donc, il y a clairement un rapport entre le pourcentage de stimulation VD et les événements cardiaques, les événements cardiaques graves, que ce soit sur les paces simples ou double chambre. Et c'est ça qui a entraîné la fabrication, ou en tout cas l'évolution des pacemakers pour créer des algorithmes pour préserver la stimulation VD. Donc, en gros, pendant longtemps, on ne savait pas forcément que la stimulation VD était délétère. Et puis, quand on a compris ça, les constructeurs se sont mis à inventer des algorithmes pour arrêter de stimuler le VD, ou en tout cas stimuler le moins possible, en augmentant les DAV ou en d'autres choses. Jusqu'à combien on augmente un DAV pour respecter Ça va dépendre de la programmation que tu vas faire, mais parfois tu peux monter jusqu'à 450 millisecondes. Oui, en gros, tu peux accepter 450. Est-ce que le PR n'est pas plus délétère? Exactement. Alors, la grande question que tu poses, Loïc, c'est est-ce que c'est plus délétère d'avoir une désynchronisation AV avec un PR très très long à 400 millisecondes, ou alors une désynchronisation VV avec une stimulation AVD? Je pense que quand on dépasse les 250-300 millisecondes, clairement, ça devient vraiment délétère, puisque finalement, tu as un remplissage qui n'est pas du tout, efficace. Tu as une onde P qui tombe vraiment pas au bon endroit. Et du coup, parfois, il vaut mieux accepter ça. Donc là, c'était une autre étude sur le défibrillateur. Est-ce qu'il fallait mettre des simples ou des doubles chambres? Et là, donc c'était des patients qui avaient une indication de défibrillation, une FEVG qui était basse, et puis plus la stimulation VD était élevée, pour les patients qui avaient une stimulation VD à plus de 40%, eh bien, ils avaient moins de qualité de vie et plus d'événements. Après, donc la première question qu'on s'est posée, c'est, après les histoires d'algorithmes, c'est est-ce qu'on peut positionner la sonde VD à un autre endroit pour arrêter de stimuler en apical, parce que l'apical, globalement, c'est ce qu'il y a de pire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus loin de l'autoroute, des voies électriques rapides. Et donc, du coup, c'est ce qui fait, on va dire, les QRS les plus larges, c'est vraiment la désynchronisation complète. En gros, on stimule à l'apex pour revenir vers la base, vraiment antiphysiologique. Alors, il y a eu plein d'études aussi sur est-ce que si on mettait nos sondes ici à la base, plutôt que là, plutôt que celle-ci ou celle-ci qui sont à l'apex, finalement, est-ce qu'on ne serait pas plus proche des voies électriques rapides pour avoir une meilleure synchronisation? Et en fait, il n'y a aucune étude qui a réussi à montrer que c'était mieux. Et puis, il y a des méta-analyses. Alors après, on peut les prendre avec avec des pincettes, mais les méta-analyses diraient il vaut mieux les mettre à la base. Voilà, donc en gros, c'est les petits points rouges ici, là, c'est les petits carrés, les losanges rouges. De ce côté-là, c'est mieux de mettre à la base, de ce côté-là, c'est mieux de mettre à l'apex. Globalement, ça tire un peu de ce côté-là, mais sur plein d'études négatives, on arrive à sortir une étude, une méta-analyse positive, plus ou moins positive, pour dire il vaut mieux les mettre à la base. Vous voyez, les niveaux de recommandation pour les mettre à la base, c'est 2BC, c'était 2021, c'est pas non plus, c'était pas énorme. Donc en gros, nous, en tout cas, Annecy, on essaye de les mettre à la base tout le temps, et pas trop à l'apex, mais il y a plein d'équipes qui mettent à l'apex, qui ne s'embêtent pas, ça marche. En tout cas, il n'y a pas de preuve scientifique qui va contre cette technique-là. Là, c'était une étude sur une indication de défibrillateur resynchronisateur, donc des patients qui avaient mauvais VG avec indication de resynchro, et là, donc ils avaient tous une sonde VG. Donc ici, on peut voir la petite sonde VG là. Et le principe, c'était est-ce qu'on mettait la sonde VD à l'apex, comme ici, ou la sonde VD à la base? Vous voyez les résultats. Voilà, 0,5. Donc, on n'avait pas réussi à montrer que c'était mieux sur les patients finalement les plus graves qu'on aurait peut-être le plus besoin. Ici, l'étude est positive, mais quand on regarde les courbes, on voit qu'on met pas mal de temps. Et l'idée, c'était donc, on a compris que plus on a une dysfonction VG au départ, plus on va stimuler le VD, plus ça va être délétère sur l'avenir. Donc, la question, c'est les patients qui vont avoir un pacemaker et qui ont un VG qui n'est pas parfait, à moins de 50%, est-ce qu'au lieu de les stimuler en mono VD, est-ce que c'est pas mieux de leur mettre un biV? Donc, en gros, pour éviter la désynchronisation. Et là, c'était biV versus PACE VVI avec ventricule droit seul. Et l'étude était
légèrement positive pour dire bah, finalement, il vaut mieux peut-être resynchroniser, et resynchroniser avant de désynchroniser, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux dire. Voilà, qui appuyait un petit peu le fait, bah, on va essayer d'éviter la dégradation VG par la stimulation mono-VD. Et ça, c'est sorti dans les recommandations parce que j'avais cherché un peu, je croyais que Ouais. c'était pas si clair. C'est à partir de combien, sur une indication de stimulation, à partir de combien de VG on fait une resynchronisation avec un très haut risque d'être stimulé en permanence? En C'est gros, le temps. je crois que c'est 50%. Et alors après, ça va dépendre, je ne sais plus exactement ce que les recours ont choisi, je pense que je ne mets pas après. Je crois que c'est 45 ou 50%. Si tu penses qu'il va stimuler, et c'est là que ça change, parce qu'il y a plein d'études, ça va être plus de 20%, plus de 40%, plus de 50%. Donc nous, ce qu'on retient, c'est, on va dire 45-50% de FEVG. S'il va stimuler plus de 40% du temps, alors il vaut mieux mettre un bivet. Et ça, nous, on le fait régulièrement. C'est des bivets qui ont des indications un petit peu intermédiaires. En gros, c'est de la prophylaxie. Ce n'est pas du traitement d'insuffisance cardiaque, mais voilà, on essaie de le faire. Et du coup, ça peut éventuellement changer avec la stimulation de branche gauche. Là, vous avez, c'est la même chose. En gros, c'est après, donc chez les patients qui avaient une indication qui était en FA avec indication de pacemaker, puis ablation du nœud, et ben le fait de mettre un biventriculaire, parce qu'on sait qu'après l'ablation du nœud, ils vont stimuler en permanence, et on sait que le fait de mettre un biventriculaire fait qu'ils avaient tendance plutôt soit une petite amélioration de la FEVG, versus ceux qui avaient un stimulateur simple champ, qui avaient plutôt tendance à garder leur FEVG plutôt basse, voire bien baisser la FEVG et la maintenir au long cours. Vous voyez, entre les deux. Voilà, là-dessus est arrivée la stimulation physiologique, et la première qui est arrivée, c'était la stimulation ischienne. En fait, on sait stimuler le IS depuis longtemps, puisqu'en exploration électrophie, ça se fait, des fois, on se met sur le IS, on stimule le IS. On sait que depuis longtemps, on peut stimuler le IS et avoir des QRS fins derrière. Mais dans la stimulation, on va dire que ça doit faire peut-être une bonne dizaine d'années maintenant que la technique, elle s'est un peu démocratisée. Et le principe, donc, c'est de mettre une sonde sur le IS. Donc là, vous voyez, il est schématisé, tout joli, tout bien, un trait tout droit, tout facile, plus de 2 cm et tout, alors que vous verrez qu'en pratique, c'est pas si facile. Et donc, de stimuler le IS pour finalement avoir une capture du IS et finalement une dépolarisation des deux ventricules en même temps, des QRS fins. Donc, le principe, ici, vous avez votre sonde qui est plantée dans le septum, vous voyez, plutôt versant atrial. Là, vous avez la tricuspide, et donc c'est plutôt versant atrial. Et alors ça, pour ceux qui sont déjà venus en électrophie, vous avez un potentiel A, c'est le potentiel de l'oreillette, c'est l'onde P de surface, potentiel ventriculaire ici, et entre les deux, quand on est placé sur le vis, on a ce potentiel ischien. Le but, ça va être de repérer ce potentiel ischien avec notre sonde, de visser fort là-dedans, et puis de stimuler. Et là, vous avez ici, donc c'est une vue oblique droit. Donc, plus on est à gauche, plus on est dans l'oreillette, plus on est à droite, plus on est dans le ventricule. Là, vous avez la sonde atriale qui est positionnée, on va dire, dans l'auricule droit. La sonde ventriculaire qui est vraiment à l'apex du VD. Et puis, pile au milieu, la tricuspide, on pourrait la schématiser ici avec ma souris. Là. Et donc, la branche, la sonde ischienne est ici. Et vous voyez, onde P. Onde P donc détectée par la sonde, stimulation ischienne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez stimulation, non seulement il y a des QRS fins, c'est le principe, puis surtout vous avez stimulation et 30-40 millisecondes de plat. Et ça, c'est vraiment la capture du IS et puis la conduction HV. Vous savez, on la calcule 30, 40, 50 millisecondes quand on a électrophile pour savoir si elle est altérée. Et donc là, vous avez ce plat après qui est en fait finalement l'influx électrique qui part en 30 millisecondes dans les voies branche droite, branche gauche. Voilà, là vous avez en aigu, on va regarder cette dérivation ici, donc vous avez un gros bloc gauche, bloc gauche, bloc gauche, bloc gauche, bloc gauche, et ici stimulation ischienne, QRS fin, tout le long, c'est bon pour vous, là, on voit très bien là-haut, là le bloc de branche. Et puis là vous avez, c'est une courbe d'artère, et vous avez, dès qu'on stimule avec des QRS fins, finalement, hop, vous avez un petit meilleur, on va dire là c'est vraiment en hémodynamique aiguë, meilleure hémodynamique lors de la stimulation QRS fin. Donc ça, et pas mal d'études qui ont montré qu'effectivement, même en aigu, ça marchait bien. Et plusieurs études sont arrivées pour montrer que stimuler le IS ou paraïsien, on va dire stimuler le IS,
permettait d'une amélioration de la FEVG chez les patients qui avaient un VG, par exemple ici intermédiaire. C'est des patients qui étaient en BAV, FEVG à plus de 40%, des QRS qui n'étaient pas larges. Et ils étaient implantés donc, de triple chambre, parce que vous voyez l'indication, ils vont être stimulés, ils ont un VG qui n'est pas parfait. Donc, soit avec une sonde branchée sur l'UIS, une sonde en apical, et ils étaient en crossover, c'est-à-dire que les patients, ils étaient d'abord stimulés sur l'UIS, et puis 12 mois après, ils étaient stimulés sur l'APEX. Et donc, quand on poule les patients, vous voyez, juste avec 38 patients, ça permettait de montrer que la FEVG, elle s'améliorait quand on stimulait sur l'UIS avec des QRS fins, et elle se dégradait quand on stimulait en APEX. Voilà. Là, c'était pareil, donc des indications de stimulation. C'était stimulation ischienne versus stimulation ventriculaire droite. Et on montrait que la stimulation ischienne, il y avait beaucoup moins d'événements, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, même sur la mortalité, sur cette étude, sur 190 patients. On commence à voir un petit peu les écueils de la technique, c'est que la stimulation ischienne, 20% d'échecs de pose de sonde ischienne. Et le follow-up à 2 ans, deuxième écueil, les seuils, 1,508 millisecondes, c'est-à-dire qu'il faut stimuler à 3 volts 0,8 millisecondes, c'est-à-dire que la pile, globalement, au lieu de faire 10 ans, on va dire au lieu de faire 9 ans, elle va faire 5 ans, 4 ans, avec des seuils comme ça. Si les patients sont dépendants, vous devez mettre, sur la stimulation ischienne, il faut mettre une sonde en backup, c'est-à-dire qu'il y a une sonde sur le IS, une sonde dans le VD. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi stimuler le VD en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes quand même obligé de stimuler sur 2 sondes en même temps, et avec des seuils élevés sur le IS. Et le seuil a plutôt tendance à augmenter sur le long terme. C'est le premier écueil de la stimulation ischienne qui semblait quand même parfaite. Enfin, c'était des courbes comme ça sur l'insuffisance cardiaque, c'est quand même assez sympa. Pareil, donc une autre étude qui montrait là ici, donc avec stimulation VD versus stimulation ischienne pour les bons VG, follow-up 5 ans. Donc 98% de réussite de stimulation VD, donc c'est à peu près ce qu'on a dans tous les centres, et puis 20% d'échec, donc 80% de réussite pour la stime ischienne. Et vous avez ici, donc pour tous les patients, la fraction d'éjection qui a plutôt tendance à augmenter, quel que soit finalement, quelle que soit la base, mais plutôt, attends, je suis en train de voir, voilà, la FEVG elle diminue pour les patients qui ont une stimulation qui stimule plus de 40% avec une stimulation apicale VD, et une FEVG qui a tendance soit à rester stable, soit à légèrement augmenter pour la stimulation ischienne. Là, c'était pour tous les patients, là, c'était pour ceux qui stimulaient beaucoup. Même chose, j'ai fait beaucoup d'études. Même chose, cette étude, pareil sur des critères forts, stimulation ischienne versus stimulation ventriculaire seule, un petit P significatif qui nous dit que finalement, avoir des QRS fins, c'est plutôt mieux. En gros, ce qu'il faut retenir là, de tout ça, c'est que la stimulation ischienne, on a compris que c'était mieux sur le plan physiologique. Par contre, sur le plan pratique, eh bien, il y a un taux d'échec qui est important, il y a des seuils qui sont élevés sur les sondes. Les QRS sont fins, la FEVG elle va s'améliorer, mais il y a ces écueils et 20% d'échecs, avec aussi parfois nécessité de reprise, de réintervention un peu plus importante. Quand on fait une méta-analyse, plus la FEVG est basse initialement, plus la stimulation physiologique ici ischienne va améliorer la FEVG. Là, vous avez un gain on passe de 29 à quasi 39%, donc 10% de FEVG contre. Alors, il y a aussi une petite amélioration quand la FEVG en tout cas, il y a une stabilisation quand la FEVG est normale de base. Mais en tout cas, si la FEVG est basse, ça semble être un traitement de resynchronisation qui est intéressant. Donc après, elle est apparue dans les recommandations. Je vous le lis. Globalement, ça,
c'est si vous avez un échec de resynchro classique avec une sonde gauche, un sinus coronaire, alors vous pouvez essayer la nodoïcienne. Ici, c'est dans la technique FA, pacemaker ablation du nœud AV, plutôt préféré la stimulation icienne. Voilà, donc ça c'est le résumé de la stimulation icienne. Et puis l'alternative qui est apparue, c'est en fait le début du propos, de ce dont je vais vous parler, c'est la stimulation de la branche gauche. Donc, en gros, c'est de la stimulation physiologique, mais un peu plus distale, c'est pas sur le IS. Donc, les QRS sont peut-être un peu plus fins, peut-être un peu moins fins, mais vous verrez que finalement, on a des bons résultats. Ici, vous avez, c'est une carte, en gros, c'est une cartographie d'activation de ventricule. Plus c'est rouge, plus ça s'active d'abord. Donc là, c'est un bloc de branche gauche. Donc forcément, le ventricule droit s'active bien avant le ventricule gauche qui est très bleu, quasi noir là-haut. Ici, vous avez une stimulation sélective du IS. Donc forcément, en gros, le ventricule gauche s'active de façon assez homogène en premier, le ventricule gauche septum, puis ensuite le VD. Là, vous avez une stimulation sélective de la branche gauche qui donne à peu près les mêmes couleurs qu'ici. Et puis là, vous avez un biventriculaire avec une sonde apicale. Donc, on voit que finalement, les meilleures resynchronisations, ça reste quand même la stimulation icienne et branche gauche. Voilà. Et donc, le principe, la sonde, au lieu de la poser ici sur le IS, on va en fait finalement la mettre versant ventriculaire droit, comme on fait d'habitude. Nous, habituellement, on les met là. Quand je disais qu'il fallait les mettre plutôt à la base, habituellement, on les met ici dans le muscle. Mais là, le principe, ça va être de perforer le muscle, je ne sais pas comment dire, en profondeur pour aller chercher, donc un petit centimètre, pour aller chercher une capture de la branche gauche. Avec du matériel, en gros, il n'y a pas beaucoup plus de matériel que d'habitude. Et alors, je ne vois pas exactement, je vois rien ici. Là, c'était une étude qui comparait IS versus, enfin, stimulation icienne versus branche gauche. Et en gros, on a à peu près. De toute façon, on va passer. Voilà. Sur des images radio, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ici, on vous schématise donc le nœud AV, le faisceau de IS, la branche gauche, l'hémibranche derrière et puis la branche droite qui est un peu plus en avant. Et là, vous avez la tricuspide qui est ici. Et la sonde, elle va donc dépasser la tricuspide et elle va être ici, plantée dans le septum, qui va regarder plutôt ici de face, on va regarder plutôt vers le haut. Plantée dans le septum, et là, c'est l'apex du VD. D'accord, il faut imaginer le septum entre le IS là et l'apex. Et la zone d'intérêt pour nous, c'est 2-3 cm, on va dire le premier tiers basal du septum. Donc, c'est quand même beaucoup plus large que le IS qui était de moins d'1 centimètre de la zone d'intérêt. Là, vous avez la sonde. Donc ça, on vous schématise le septum. Ici, la sonde, elle est posée sur le septum. Et là, elle stimule le IS. Et vous voyez qu'elle a dépassé ici de peut-être un demi-centimètre. Parfois, c'est un petit peu plus pour aller sur le IS. Donc, elle est vraiment ancrée dans le... Elle est vraiment ancrée dans le septum. Là, je ne sais pas si vous voyez... Ici, vous avez donc votre sonde LBB. Et au bout de la sonde, elle est dans un cathéter et on va mettre du contraste dans le cathéter. Et on voit que le contraste s'arrête ici, d'accord, globalement. Donc, c'est-à-dire que toute cette partie-là de la sonde, elle est dans le muscle. Donc, ça fait quand même, voilà, je sais, 14 mm le bout de la sonde. Et donc, il y a une bonne partie. Alors que normalement, c'est vraiment que la vis qui pénètre dans les cellules. Ça, c'est des images échographiques que vous allez voir de plus en plus. Donc, vous voyez, c'est, on va dire, 2 cm sous la base et votre sonde qui transperce, enfin voilà, qui traverse, transfixiant votre septum interventriculaire, voilà, quasiment dépassé. Voilà, ça, c'est des images que vous allez peut-être de plus en plus rencontrer, il ne faudra pas vous inquiéter. Et donc là, finalement, vu que ça commence à donner des résultats, intéressants. Ici, pour le faire rapide, regardez plutôt en V1, la dérivation ici. Donc là, vous avez le bloc de branche gauche de base. Ici, vous êtes stimulé vous stimulez en branche gauche et vous avez cet aspect RSR' avec une grande onde R' en V1.
ce qui signifie que vous avez finalement un retard à la dépolarisation VD, donc plutôt une stimulation du VG d'abord. C'est un peu notre endpoint, c'est ce qu'on va chercher pendant le bloc. Donc là, on a une stimulation branche gauche. Donc là, c'est pas 25 mm secondes, c'est plutôt à 50 ou 100, donc ça paraît large, mais c'est fin. Et ici, vous avez la même chose avec une stimulation apicale, V1, donc un gros bloc gauche de base, et ici, bloc gauche, pareil. D'accord. Voilà, et puis dans cette étude, c'était branche gauche versus apicale. On est reparti, on fait toutes les mêmes études pour des patients qui avaient des indications de resynchro et qu'elle est stimulée. Et donc là, vous avez dans cette étude, et je crois que c'est même une étude, alors elle n'était pas randomisée, il n'y a pas beaucoup d'études randomisées encore là-dessus, sur tous les primary endpoints, sur les endpoints importants, insuffisance cardiaque, mortalité, vous avez moins de mortalité pour la branche gauche versus la stim VD. En fait, on va refaire toutes les études qu'on a fait sur la simulation initiale. Là, c'était indication de pacemaker ou de resynchro, VG un peu limite. Vous voyez des temps de procédure qui sont un peu plus longs quand même, 105 minutes, donc quasi une heure, enfin voilà, un peu plus d'une heure et demie pour une stimulation pour un double chambre ou un triple chambre avec branche gauche. Donc c'est quasiment 2 fois plus que pour un stimulateur double chambre. Ensuite, cette procédure, pareil, là ici les 85%, pas génial. Vous verrez que c'est un petit peu mieux maintenant. Et là, vous avez en gros, sur plein de critères, vous avez des QRS qui sont plus fins. Hein. On passe de 160 de base, ou 155 de base, on va passer à 130, 135 pour la stimulation sélective branche gauche. Un peu moins bon pour la stimulation non sélective, je vous dirai ce que ça veut dire après. On gagne quasiment une place entière de NYHA. Donc ça, c'était des patients graves. Hein. C'était des patients qui avaient indication de CRT pour la plupart, qui avaient un VG qui n'était pas top. L'AFE-VG qui prend 10 points, et puis des diamètres VG qui diminuent. Donc plutôt des voyants au vert là-dessus. Même principe avec cette étude, c'était tous des indications de resynchro, donc les patients les plus graves. Et là, le principe, c'était de mettre, donc on mettait une sonde apicale à tout le monde, sauf que la deuxième sonde, on la mettait soit sinus coronaire, donc classique, un bivet classique, soit en stimulation à branche gauche. Donc vraiment là, les critères les plus graves. Et là, vous avez sur les QRS, donc pareil, des QRS, je ne vois pas si c'est 160 ou 180. Donc voilà, 180 de base. Pour le bivet, 170. C'est là que ça fait peur. On dit que ça fait 20 ans qu'on resynchronise et puis qu'on a toujours des QRS un petit peu larges avec nos sondes biventriculaires. La sonde branche gauche, 160. Et puis la sonde BBAP et la sonde resynchronisée avec, en bivet plus la sonde branche gauche, sinus coronaire et branche gauche encore plus fin. Donc là, vous avez les QRS, vous regardez en V1, c'est ce qu'il y a de plus simple pour voir. Vous voyez que les QRS sont quand même plus fins dès qu'on stimule la branche gauche. Pareil, et puis sur les critères FEVG, diamètre, NYHA, on a une amélioration. Il y a aussi des très bons répondeurs. Vous savez, on a toujours, dans la synchronisation, on a toujours parlé des non-répondeurs, donc 20% ou 30% des cas de synchro qui sont non-répondeurs. Il faut aussi trouver la cause. Il y a des répondeurs classiques, 60, je ne sais plus combien, 60-70% des gens, ils vont répondre. Donc, en gros, ils vont gagner 10-15% d'FEVG et une demi-classe, une classe d'NYHA pour la plupart des patients. Et puis, il y a des très bons répondeurs. C'est-à-dire le mec qui passe d'une FEVG à 20% à 60%, quoi. Où en fait, où en gros, la dysfonction VG était purement électrique. C'était purement la désynchronisation, parce que c'est la désynchronisation qui a entraîné la dysfonction. Dans ce cas-là, aussi dans la branche gauche, vous avez des très forts répondeurs. C'est un exemple. Après, on ne peut pas faire grand-chose avec un cas clinique, mais il y en aura aussi. Donc, FEVG de base, 20%. Et après l'air synchro, vous voyez le QRS ici, donc qui passe de très large à très fin. QRS, FEVG normal avec des volumes normaux. J'ai trouvé une étude randomisée chinoise pour l'instant là-dessus. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a 40 patients. C'est pas énorme. Donc, là, on attend, forcément, ça va arriver, les grosses études pour pouvoir planter les choses dans les recommandations.
Et l'étude randomisée, c'était des patients qui avaient une cardiopathie non ischémique, QRS 170, FEVG à 30%, donc des bons patients bien graves avec indication d'heure synchro, PACE ou DEF. Et puis, ils étaient, on leur disait, c'est soit resynchro classique, soit LBB. Ils avaient le droit au crossover. Donc, en gros, il y a eu 2 patients avec échec d'LBB qui sont passés en BV et 4 patients à échec de BV qui sont passés en LBB. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose sur 40 patients. Et puis, les résultats sont vraiment, avec peu de patients, c'est vraiment des résultats intéressants. Une FEVG qui prend 20% pour LBB et qui prenait 15% pour le BV. Et la différence est significative entre les deux. Et des QRS qui étaient aussi fins des deux côtés. Alors, c'est un peu impressionnant, 136 millisecondes pour du biventriculaire. Dans les études, c'est plutôt autour de 140, 150 millisecondes un BV. Enfin plutôt 140, 145. Voilà, pas de différence sur les QRS, mais par contre, une belle amélioration de la FEVG. Voilà. Après, en pratique, je vais essayer Pierre, excuse-moi, je peux poser une question? Oui, Didier. Dans les études là, que tu présentes, ils ne détaillent pas la stimulation BIV, du coup. On ne sait pas où sont les sondes, si c'est du multipoint, on a l'impression quand même qu'il y a eu pas mal de progrès aussi sur le BIV et que là, Alors, j'avoue que je ne sais pas si dans cette. Je ne sais plus sur quels étaient les critères. Ce qui m'a étonné, c'est que le temps opératoire pour le BIV ici, c'est 2h10. C'était 130 minutes de temps opératoire pour un BIV classique, ce qui est assez étonnant. De l'autre côté. Donc, ils mettent 1 heure de plus que on va dire, la moyenne de ce qui se fait, quoi. Donc, je ne sais pas trop ce qui a été fait au bloc opératoire, pourquoi les interventions ont pris tant de temps, et je ne sais pas si c'était le BIV, le BIV amélioré. L'étude d'avant, le LOT CRT, c'était BIV amélioré. Enfin, c'était BIV, mais avec forcément, il fallait essayer d'affiner les QRS, quoi. C'était pas juste je mets ma sonde, je fais mon ECG, c'était je mets ma sonde, mais par contre derrière, il fallait qu'il y ait une optimisation. L'étude de l'OCRT, celle-ci là, que j'ai présentée Et sur. celle-là, du coup, la branche gauche, l'autre CRT, la branche gauche seule, tu peux remontrer la diapo? Mais la branche gauche seule, elle faisait plutôt, Pardon, ouais, la branche gauche seule. elle faisait plutôt un peu moins bien que. Là, C'est ça, c'était c'est la. les patients qui étaient branche gauche. Alors encore une fois, c'était en groupe prospectif, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. C'est un registre globalement. Voilà ce qu'on a fait. Et là, ce qui apparaissait le mieux, c'était branche gauche plus sonde gauche. En tout cas, si on regarde ça, l'autre CRT. Mais par contre, la branche gauche faisait mieux que le bivet classique, que le bivet classique. Parce que quand on a fait des Oui. le bivet, c'est quoi? C'est la stimulation multipoint? Ouais, il y a la stimulation. Il y a le multipoint, il y a la position de la sonde, il y a les réglages de l'appareil, en termes de délai AV, VV, il y a pas mal de trucs. Et c'est vrai que, tu vois, là, par exemple, dans cette étude-là que tu as sous les yeux, la sonde VD, par exemple, elle est à l'apex. On essaye de pas mettre les sondes à l'apex pour prendre le VG un peu de part et d'autre, quoi. Mais c'est hyper intéressant de voir comment dire, que la stimulation branche gauche améliore beaucoup. Après, je sais pas si on peut en conclure quelque chose sur vraiment branche gauche versus bivet, enfin, s'il faut jeter le bivet pour autant, quoi. Non, complètement. Surtout que là, comme je disais, en fait, on est au début. C'est-à-dire que les voyants sont au vert, encore un peu plus au vert que la stimulation ischienne. C'est-à-dire, finalement, c'est une technique qui prend pas beaucoup plus de temps, qui a pas l'air beaucoup plus morbide et qui a l'air de fonctionner. Sur les critères classiques, parce que le bivet, on a commencé pareil. Le bivet, on a commencé par montrer qu'en aigu, le strain était mieux. Ensuite, on attendait 3 semaines et finalement, les volumes diminuaient, la FEVG s'améliorait un peu. Et après, on a fait des études de grande ampleur pour vraiment planter le décor. Et là, de toute façon, on est au début. Donc, c'est-à-dire qu'on a des registres de 100, 200. On évite de le faire. Disons que peut-être que ça améliore un peu faussement les résultats. Mais ce qui est certain, c'est que il va falloir attendre la grosse étude randomisée. En rigolant, on dit que c'est l'étude MADIT LBB-AP, quoi, en gros, qui va sortir. Ça va être 2000 patients. Ça va être le bivet
optimisée versus la branche gauche optimisée. Et à mon avis, on arrivera plutôt à une non-infériorité qu'à une supériorité. Enfin, bon, après, c'est mon avis. Maintenant, c'est vrai qu'en pratique, on a quand même des QRS qui sont assez fins, qui sont vraiment très fins, qui sont plus, qui font plus plaisir, en tout cas quand tu les implantes, quand tu sors du bloc opératoire. Donc, on a envie de croire que plus le QRS est fin, je n'ai pas trouvé d'études qui montraient que plus le QRS est fin pour l'art synchro, mieux c'était. C'est toujours, enfin, vraiment une étude qui montre vraiment un lien de causalité entre la finesse des QRS et ça. Je n'ai pas retrouvé exactement cette, cette façon de faire une étude, mais on a envie d'y croire. Et pour l'instant, voilà, Ouais, c'est ça. on se base sur des études, la randomisée 40 patients, les de l'année dernière, et des registres de 300 patients. Mais bon, les registres, tu fais dire ce que tu veux un registre, tu mets les patients que tu veux dedans, etc., quoi. Tu vois, l'étude sur 40 patients, je pense qu'elle est, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'il y a des QRS à peu près aussi fins, qu'il y a des résultats à peu près similaires. Mais je ne sais pas s'il faut qu'on en conclue que la branche gauche est meilleure que le bivet, même dans cette étude, quoi. J'essaye Pas pas sur, Là, j'essaie de montrer qu'en gros, les voyants sont ouverts pour pouvoir se dire, Ouais, par bien exemple, sûr. c'est C'est pas ouais, n'importe que ça va sûrement changer à l'avenir et que ça va être très difficile de déloger 15 ans d'études randomisées, des méta-analyses qui sont quand même béton de biventriculaire. Avant de déloger cette force de cette puissance scientifique, va falloir passer par plusieurs études randomisées différentes dans différents centres et tout. Donc, Et puis, c'est vrai que je pense que tu as raison. On arrivera sûrement à des critères simples. Si tu mets ta sonde de gauche, enfin ta sonde de branche gauche, pardon, et que le QRS est fin, on pourrait imaginer en rester là. Si c'est encore large, peut-être ajouter la sonde gauche pendant l'intervention, quoi. Enfin, ce sera sûrement sur des trucs tout à fait. plus simples C'est fait que ce pour un qu'on fait patient. actuellement. Je l'ai fait pour un patient et le QRS était plus large quand on stimulait avec bivet et branche gauche que bivet et branche gauche tout seul. Mais c'est pour un patient, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc en pratique, il y a deux marques qui sont arrivées. En fait, ils se sont. C'était les marques Biotronic, Medtronic qui avaient déjà le matériel pour la stimulation ischienne. Donc en fait, ils sont arrivés, ils ont dit utilisez le matériel pour la mettre un peu plus loin, et puis finalement la sonde, et finalement ça marche bien. Donc il y a deux grandes marques qui sont sorties un peu du lot, et puis toutes les autres arrivent aussi. Boston arrive avec, ils ont un ou deux centres en France qui en mettent. Microport, alors eux, ils partent de plus loin, c'est-à-dire ils se disent, non, on va fabriquer une sonde spécifique pour pas avoir de problème. La question qu'on se pose, c'est de mettre une sonde avec des contraintes différentes en distalité de la sonde. Donc, c'est vraiment des contraintes de torsion qui sont vraiment différentes de ce pourquoi elles ont été fabriquées. Est-ce qu'elles ne vont pas toutes être décapitées dans 5 ans? Auquel cas, ça serait quand même très problématique. Comment on va extraire une sonde infectée qui est implantée dans le septum? Est-ce qu'on va tout arracher, etc. Et donc, voilà, l'idée de Microport, eux, c'est au lieu de partir comme ça avec notre sonde et avoir des problèmes, on va fabriquer du matériel. Donc, eux, ils sont pas là avant plusieurs années. Puis, Abbott, ils ont une gaine. J'ai vu une étude qui implantait quelques sondes à Abbott, mais pour l'instant, vraiment, les deux sur le marché, c'est Biotronic et Medtronic. Medtronic utilise une petite sonde qui est vraiment très souple, qui est toute petite, qui était pédiatrique. Et puis, la Biotronic, c'est la sonde standard. Voilà, on utilise des gaines qui nous positionnent. En fait, c'est des gaines qui ont vraiment une forme 3D. Et dès qu'on arrive globalement, c'est assez, finalement, au bout d'un moment, c'est assez simple. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans le ventricule droit, on tourne et ça se met globalement au bon endroit, quoi. Donc, les gaines sont plutôt, elles sont tourner d'une façon que ça se fasse assez facilement. Voilà. Alors après, le problème, c'est que vous avez compris que on va s'aider. Je vais vous montrer. En fait, on a besoin de critères électriques pour savoir où on est électriquement pour planter la sonde. Avant, on était purement anatomique, c'est-à-dire que on voyait notre sonde, je sais pas, on se mettait ici, on se mettait à l'apex, on se mettait à la base, et puis c'était bien. Et puis là maintenant, ça change tout le paradigme, c'est-à-dire que la sonde, on la met un peu anatomique, mais surtout électrique. Et les critères électriques, j'y vais très rapidement dessus. Donc globalement, il faut une baie d'électrophie pour pouvoir élargir les QRS, faire défiler le CG 12 dérivations à 100 mm, 200 mm secondes, un peu comme en salle d'électrophie. Ce qui se fait, ce qui est un peu, voilà, par exemple chez nous, c'est embêtant parce que nous, on implante au bloc. Au bloc, on n'avait pas de baie d'électrophie. Maintenant, on en a une, mais c'est compliqué, c'est de l'installation en plus. Par contre, il y a plein de centres qui mettent leur pacemaker comme nous, enfin ici en salle de choro. Et donc, du coup, ils ont leur baie d'électrophie et c'est assez facile pour eux.
nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié. J'ai simplifié pas mal la procédure et maintenant, on arrive à le faire sans bêta-électrophilie. Le principe, c'est donc d'avoir, on stimule sur notre sonde, donc on la pose un peu sur le septum, là où vous pouvez, là où la gaine vous amène, et puis vous stimulez. Et si vous avez cet aspect QS, voire le W là en V1, le W wave là en V1, alors c'est que vous êtes en bon endroit électriquement, enfin plutôt bon endroit. Ensuite, vous regardez sur les frontales l'axe du cœur qui doit être un axe assez physiologique, c'est-à-dire positif D2, D3 et AVR négatif, AVL positif, donc un axe plutôt physiologique. Si vous avez D2, D3 qui sont négatifs, c'est que vous êtes trop en inférieur, donc il faudra remonter un petit peu. Et puis, quand vous allez visser votre sonde, donc là, votre sonde, vous ne sortez pas la vis est déjà sortie. Vraiment, l'idée, c'est de forer toute la sonde. Donc, c'est toute la sonde que vous torquez et qui va doucement, avec un petit peu de finesse, de doigté, vous arrivez à, en même temps, visser, pousser la sonde et elle va pénétrer le septum. Et en direct, ça, c'est assez marrant à voir. En direct, vous allez avoir une modification électrique. Donc là, vous allez avoir une stimulation qui va être plus septale profonde. Si vous allez un petit peu plus loin, vous allez avoir une stimulation branche gauche, c'est-à-dire un aspect retardé, une R' en V1, qui est la branche gauche. Pendant ce temps-là, vous regardez vos impédances. Plus vous allez pénétrer le septum, plus l'impédance va augmenter. Et dès que vous êtes dans les voies rapides, pof, l'impédance, elle chute. Donc, le moment, tout se fait entre 1 et 2 battements. Et dès que l'impédance, elle chute, souvent, vous avez votre condaire en V1, vous avez fini. En gros, si l'impédance chute, ça veut dire que la conduction électrique est plus simple, donc vous êtes dans la branche. Et là, si vous continuez de visser, d'avancer, vous passez dans le VG. Donc, vous s'arrêtez à vous. Voilà. Et puis après, vous verrez apparaître sur les comptes rendus ces petits critères. C'est des critères électriques en aigu qui nous font dire si on stimule sélectivement la branche gauche ou plutôt du septum ou alors du septum et de la branche gauche. Le LVAT, c'est en gros, pour Left Ventricule Activation Time, c'est le temps que vous mettez à activer tout votre ventricule gauche à partir de votre spike de stim. Donc, vous mettez en V5 ou V6 votre spike de stimulation, puis vous calculez le délai entre le spike et l'ondaire en V5, V6. Donc, l'ondaire en V5, V6, c'est la dépolarisation du VG. Plus c'est court, plus votre VG est activé précocement, donc plus vous avez stimulé, capturé la branche gauche. Plus si c'est très long, comme ici par exemple, vous avez une capture complètement non sélective, septale. Donc, c'est-à-dire que si vous capturez le septum, eh bien, l'influx électrique va passer de myocyte en myocyte pour arriver jusqu'au Purkinje et ensuite remonter et dépolariser votre branche, votre QRS, votre ventricule gauche. Et donc, vous allez avoir un LVAT qui va être long. Globalement, moins de 85 millisecondes, vous êtes dans la branche gauche. Et si vous descendez même sous les 70 millisecondes, c'est que vous êtes sélectif de la branche gauche. Vous pouvez avoir un potentiel branche gauche, comme tout à l'heure, je vous avais montré un potentiel ici. Vous avez le potentiel branche gauche, sauf qu'entre la stim et la dépolarisation, il va se passer peut-être 10-20 millisecondes. Ça, c'est dire aussi que vous êtes sélectif. Et là, vous avez en aigu, alors je vous laisse regarder V1. Donc, V1, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on stimule. On voit qu'on a nos W en V1, D2, il n'y a pas D2, mais bon, D1 positif, donc un axe plutôt physiologique. Voilà, on suit V1. Et là, on va donc visser, torquer notre sonde en profondeur dans le septum. On a toujours des QRS larges. Ici, vous avez votre W, la deuxième onde du W qui va remonter, se positiver. D'accord? Donc là, vous êtes en septum profond. Puis ensuite, vous êtes septum côté VG. Et quand vous avez votre ondaire qui va être une ondaire prime qui va être soit majoritaire, soit plus importante, alors vous êtes en capture VG, LBB sélective. Et là, vous voyez le LVAT. Si vous deviez calculer la stim entre le spike du stim et le nadir de l'ondaire ici en V5, V6, vous êtes à moins de 90. Voilà. Ça, c'est pas la peine. C'est pour ceux qui veulent, c'est pour ceux qui voudront venir essayer. Ça, c'est pour montrer à la courbe d'apprentissage. Dans les études, je ne voulais pas montrer, mais pour la simulation haïtienne, il fallait quasiment 150 patients pour avoir une courbe de progression par implanteur. Et pour la courbe LBB, ici, vous avez le taux de succès et sur le nombre de patients que vous avez fait. Et en fait, on passe très rapidement de 70 à 90% de succès. Et finalement, à partir entre 50 et 100 patients, vous êtes déjà à 90% de succès. Et nous, c'est ce qu'on ressent ici.
En tout cas, moi, à partir d'une trentaine, quarantaine de patients, bah, finalement, j'avais plus d'échecs systématiques ou une fois sur deux, parce que bah, il y a une petite compréhension du mouvement de la sonde. Et c'est plus simple et plus rapide cette progression que pour la stimulation ici. Voilà. Donc, nous, on a commencé en mars 22. Au début, c'était très ponctuel, on ne faisait pas beaucoup. Voilà, 20-30 patients, on commence à plus trop se tromper. Et voilà, j'ai simplifié beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'on ne met plus la baie d'électrophilie, on va se servir plus d'un scope, un scope classique de bloc opératoire. Avec un cibrin, on peut avoir 10 dérivations et ça marche très bien. Les temps opératoires, maintenant, on va dire qu'au lieu on met, on va dire 10-15 minutes de plus quand ça se passe bien pour la sonde de branche gauche. Et franchement, c'est pas mal. Les indications, on va essayer de préserver, enfin de privilégier les indications où les patients vont stimuler en permanence. Donc le BAV est complet, plus que la dysfonction sinusale qui n'aura pas beaucoup d'intérêt. Les upgrades, j'en ai encore fait un hier, je vais vous montrer, ou avant-hier, le résultat. L'upgrade, c'est-à-dire le patient, on lui met son VVI ou son double chambre, il stimule tout le temps, il dégrade son VG, il faut lui mettre une sonde gauche. Eh bien, voilà, j'essaye de mettre la branche gauche, si ça marche bien, je m'arrête là. Du coup, ça fait que je mets un pacemaker double chambre, je ne mets pas un triple chambre. Et puis les indications de CRT, faut y aller un peu avec douceur, parce que pour l'instant, on n'a pas les études qui nous montrent ça. Voilà, je ne vous ai pas montré le CG d'avant, la patiente dessous. En gros, elle est complètement dépendante, il n'y a aucun rythme en dessous, elle est valvulaire, 2 valves biologiques, insuffisance cardiaque, un VG qui est intermédiaire. Elle avait une stimulation mono VD, vous allez voir sur la radio, on ne voit rien. Donc, elle avait des QRS très larges, pour le croire sur parole, ils étaient à 190 millisecondes. Et sa sonde était cassée, elle commençait à faire du bruit, elle allait syncoper la dame. Donc, c'était sa sonde qui était quand même septale ici, et donc je lui ai remis la sonde ici en septal, mais plus profond. Et là, vous avez, c'est le CG tout frais d'hier. Donc ça, c'est quand même des QRS qui sont très fins. Elle n'a pas de conduction, enfin tout est bloqué, quoi. C'est le chirurgien, en mettant les 2 valves, il a complètement tout coupé. Donc ça marche quand même, enfin c'est assez impressionnant à quel point c'est fin. Et je suis certain que ça va, en tout cas, ça va éviter sa dégradation VG à l'avenir, sachant qu'elle a déjà fait l'insuffisance cardiaque. Voilà. Bon, les conclusions, je suis déjà revenu dessus, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, on a 3 minutes. Il y a une augmentation des seuils à terme avec le Oui, je n'ai pas montré, il doit y avoir une diapo. Les seuils sont complètement stables. En gros, tous les paramètres de sonde sont équivalents à la sonde VD classique. Donc, des seuils qui sont à 0,5 millisecondes, des détections qui sont à 15 millisecondes, donc plutôt très hautes, alors que pour la branche ICN, c'était 2-3 millivolts. Et ça faisait des problèmes de surdétection de l'oreillette et des sous-détections du ventricule. Pour la stimulation ICN, c'est un autre écueil. Et des impédances qui restent assez élevées, ce qui fait que ça ne consomme pas beaucoup en termes d'énergie. Et là, pour l'instant, sur toutes les études, on voit vraiment que les courbes sont complètement, c'est-à-dire que les seuils diminuent sur le premier mois et ensuite ça reste stable. Et sur les études que je n'ai pas montrées, 2-3 ans, ça reste stable. Alors que pour la stimulation ICN, ça augmente. Et c'est ça vraiment le vrai problème. S'il y a des gens qui avaient des pertes de capture, si tu étais dépendant, c'était la syncope. Donc oui, tous les paramètres de sonde, pour l'instant, c'est vraiment ouvert, c'est top, quoi. Est-ce que tu as lu des trucs sur, est-ce qu'il y a des études des équipes qui regardent l'épaisseur du septum en écho pour guider leur prochain, pour savoir s'ils vissent profondément ou pas? Alors, je ne sais pas s'il y a des études qui ont fait ça, mais dans des congrès ou des recommandations, ils essayent de trouver quel est le bon patient électrique, le bon patient FEVG et le bon patient anatomique. Et dans l'anatomie, ils parlent justement des épaisseurs, de l'épaisseur du septum. Mais en gros, ça va être. Il faudra penser à ça, mais je n'ai pas vu de papier d'une équipe qui a fait ça spécifiquement. Moi, ce que je remarque, c'est que globalement, en tout cas maintenant, après, avec un petit peu d'expérience, ce que je remarque, c'est que finalement, on peut choisir un peu n'importe qui comme ça sur le pouce en se disant, tiens, allez, lui, on va essayer. Et puis, la plupart du temps, ça marche. J'ai eu pas mal d'échecs sur des septas très larges, comme après un TAVI. Et je me suis dit qu'après un TAVI, déjà septum large, plus écrasé par une valve, donc peut-être en tension, j'avais vraiment eu du mal à pénétrer le septum après 1 heure de tentative. Et le dernier, j'ai réussi, mais j'avais eu quand même 3 échecs d'affilée sur les TAVI, donc j'avais dit que je ne ferais peut-être plus les TAVI tout de suite, les post-TAVI. Alors que c'est dommage, parce que finalement, ça peut être intéressant pour
Parce que disons que quand tu pénètres le septum, ce qui te dit que tu es vers la branche, c'est la chute d'impédance. Si jamais tu passes un peu à distance de la branche, c'est juste après avoir traversé que tu sais que tu as traversé, non? De toute façon, tu le vois tout de suite, c'est-à-dire que bah, déjà, tu stimules, ça capture, et d'un battement à l'autre, ça capture plus. Tu regardes, de toute façon, elle est complètement, bah, elle flotte un peu dans le VG, enfin bref, tu sens qu'il y a un petit centimètre qui est dans le VG, et puis tu as une impédance qui a chuté complètement. Enfin, tout va ensemble, c'est-à-dire qu'en 3 secondes, tu as compris que tu étais de l'autre côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est il faut imaginer ça comme une éponge, le septum interventriculaire, et faire un trou de 5 French, c'est-à-dire 4 mm, 5 mm. Bah, vous enlevez votre sonde. Il y a une fuite, hein, on a vu des vidéos où on voit une petite CIV, et globalement, la CIV, elle disparaît en quelques minutes. Donc, le principe, c'est une fois que tu as fait ça, tu retires ta sonde, tu recules un peu ta gaine, tu la replaces, et comme une éponge, c'est-à-dire si tu fais un trou avec un petit, je sais pas, avec un pic à brochette dans une éponge, si tu enlèves ton pic à brochette, tu retrouveras jamais le même trou finalement. Et là, c'est un peu le même principe. Une fois, on a été en difficulté avec Christelle. On n'arrêtait pas de pénétrer dans le même. Enfin, en tout cas, à chaque fois, la sonde allait trop loin, elle allait dans le VG. On a dû changer de gaine pour se mettre un peu plus apical. On avait une stimulation qui était moins sélective de la branche gauche, plutôt une hémibranche de je ne sais quoi. Et les QRS étaient quand même corrects à la fin. Donc, c'est pas très grave le coup de la petite CIV. Il y a des complications, il y a des cas cliniques, c'est-à-dire que dans le septum, il y a des septales, des coronaires septales, et il y a des cas cliniques d'hématomes, c'est-à-dire soit en aigu, le stémie septal aigu, donc en gros la sonde qui est dans la coronaire, qui bouche la coronaire, et voire d'hématomes. On a vu des cas vraiment historiques d'hématomes de 9 cm d'une intraseptale VG chez une petite mamie qui s'était bien terminée, mais des images impressionnantes. Je ne les ai pas montrées là pour ne pas vous faire peur. Voilà. Donc on aura aussi ces nouvelles techniques, il y aura des nouvelles complications, et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être plus que d'habitude. Voilà. Merci. Allez, à la semaine prochaine.